Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Avez-vous pu prendre le temps de répondre à mes quelques questions sur le podcast ? Le lien vers le questionnaire est toujours dans les notes de l'épisode. Je vous en parlais dans l'épisode 10. Ben oui, parce que c'est vous qui faites la valeur de ce podcast. C'est pour vous que je le produis chaque semaine. Alors si vous l'aimez, partagez-moi vos envies. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Ben oui, pour tenir le rythme d'un épisode par semaine, il faut de la passion, mais il faut aussi de la discipline et du courage. Donc aussi de la reconnaissance. Et oui, au travers du feedback, c'est ça la reconnaissance. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors je compte sur vous. Appliquons-nous déjà ce que l'on souhaite de l'entreprise de demain. Passons à l'épisode du jour. Encore un épisode que vous allez adorer. Une pépite. Frédéric Desrosiers, responsable pôle accompagnement managérial chez Ugitech, partage ici avec nous une initiative très maligne et porteuse, tant sur le fond que sur la forme, avec des bénéfices tangibles et d'autres plus structurels. Et tout cela avec un accent québécois des plus charmants. Une des meilleures pratiques que j'ai pu découvrir ces derniers temps. Ça va vous faire très envie, tellement que vous allez vous demander comment répliquer cette pratique. Rassurez-vous, la semaine prochaine, Frédéric nous livrera les étapes à suivre. J'en ai assez dit, on écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté mon invitation suite à un de vos posts LinkedIn sur les communautés que vous avez créées au sein d'Ugitech. Mais on va y revenir. Avant d'aller plus loin, j'aurais aimé que vous vous présentiez à nos auditeurs. Alors, Frédéric Desrosiers, je suis québécoise d'origine. J'habite en France depuis maintenant 11 ans. J'ai un passé de consultante au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en France. Et depuis 6 ans, je travaille chez Ugitech comme responsable du pôle accompagnement managérial. Donc, Ugitech, c'est le premier employeur privé de la Savoie. C'est un producteur d'acier long inoxydable. Ça fait partie d'un groupe qui est coté en bourse et qui est le 3e acteur de l'acier mondial. Donc, mon équipe d'accompagnement managérial chez Ugitech, on cherche à gagner en performance en travaillant sur l'axe des hommes et des femmes. Donc, en gros, c'est comment rendre les hommes plus acteurs pour être plus performants dans l'entreprise. C'est le penchant humain du lean management ou des équipes d'excellence opérationnelle. Donc, travailler sur l'intelligence collective, le co-développement, l'accompagnement au changement, le coaching, toutes ces méthodologies qui vont chercher l'engagement des hommes et des femmes, leur mobilisation et travailler avec l'intelligence des uns et des autres. D'accord. Donc, alors, pour ceux qui passent parfois près du Val d'Arly, Ugitech, vous l'avez déjà vu. Parce qu'en fait, Ugitech, quand vous passez par Ugine, donc vous pouvez passer par Albertville, par Annecy, arriver à Ugine, vous allez dans le Val d'Arly, donc toutes les stations du Val d'Arly ou Megève, et vous allez passer devant une grande, de grandes usines, et Ugitech, c'est là. Donc je le dis parce que je suis sûre que plein de gens, en fait, l'ont vu sans le savoir. Ugitech, par ailleurs, c'est une entreprise assez innovante sur l'innovation managériale, justement, ce dont on va parler. Donc, je suis vraiment ravie d'en parler avec vous. Parce qu'on connaît mal, en fait, ces endroits-là. Donc, j'aimerais bien, Frédéric, que vous nous racontiez un petit peu, pourquoi au sein de ce département, vous avez initié des communautés d'abord. Voilà, pourquoi, et ensuite, qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, la communauté, elle est venue d'un problème de charge. Donc, comme on travaille avec les hommes et les femmes dans les changements de posture, des changements de comportement, c'est souvent des projets très longs. Et on n'arrivait pas à déployer assez de projets pour nourrir notre ambition, si je peux le dire comme ça. On ne voulait pas rogner sur la qualité de nos accompagnements. Et donc, l'idée a germé, en fait, de créer une communauté qui deviendrait le relais à nos projets, donc qui nous donnerait un coup de main sur le terrain
pour arriver à déployer plus rapidement ou en tout cas dans plusieurs endroits les accompagnements de posture managériale qu'on peut faire. Sur la durée. Voilà, parce que c'est des changements de comportement, donc on doit leur donner le temps d'acquérir les nouveaux comportements et que ça devienne assez naturel. Donc du coup, effectivement, ça se fait dans la durée. Donc on a eu cette idée en fait de créer un groupe en interne du JTEC, vraiment comme ce relais à notre équipe. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on serait pas capable en fait de créer une communauté avec des volontaires qui sont intéressés pour donner un coup de main hors de leur service traditionnel. Donc, donner un coup de main à l'équipe Pacman, un coup de main finalement qui est très transversal, qui est très orienté sur les managers. Donc voilà, donc l'idée, cette communauté, elle est venue à la base d'un problème. Et du problème, on a voulu tester une nouvelle façon de faire. Donc, créer la communauté. La première communauté chez JTEX, c'était la communauté des facilitateurs qui venaient en relais à l'équipe Pacman. D'accord. Alors d'abord, Pacman, donc c'est le nom de votre équipe. On a dit Oui, au voilà. départ. Le pôle accompagnement managérial. Mais ça nous fait plaisir de s'appeler les Pacman. C'est très marrant. C'est très sympa. Et point important, en fait, c'est intéressant parce que quand certains se seraient dit on n'a pas les ressources pour, donc on va réviser l'objectif, vous vous êtes dit on va trouver une solution à ce manque de ressources. J'ai envie de dire à ce manque de ressources qui serait éternel parce que vous ne pourrez jamais vous staffer pour avoir assez de monde. Mais alors maintenant, comment vous avez fait pour que les gens veuillent faire ça en plus de leur job? Parce que l'idée, elle est sympa, mais c'est de la charge. Alors, c'est là le gros défi, en fait, de ces communautés, c'est que vous l'avez dit, c'est en plus de leur charge de travail, c'est au volontariat et surtout, ça leur demande pour beaucoup de sortir de leur zone de confort et de s'exposer parce qu'ils vont au devant des managers. Parfois, les facilitateurs ne sont pas managers eux-mêmes ou ne sont pas managers en production. Et donc, ça leur demande, en fait, de vraiment développer une expertise qu'ils n'ont pas forcément à la base. Donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir une conviction forte que ça peut fonctionner, avoir une envie d'essayer. Le parti pris qu'on a pris, nous, chez Ugitech, c'était de le prouver par l'exemple. Donc, on n'a pas fait d'effet d'annonce. On s'est dit, on va commencer petit avec ceux qui ont envie d'y aller. On va les former, on va prendre soin d'eux. Et cette notion de prendre soin d'eux, elle est importante, c'est-à-dire que comme ils acceptent de travailler en transversal, de donner pour d'autres services que le leur, hein, eh ben nous, en échange, on leur rapporte du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, on les nourrit avec toutes ces innovations managériales, soit en les invitant à des conférences spécifiques pour eux, en leur offrant des bouquins qu'on a lus qui nous intéressent, qu'on trouve bien. Bref, on est vraiment, on se positionne vraiment en animateur d'une communauté. Donc, il y a cet effet on leur demande de sortir de leur zone de confort, de faire quelque chose en plus que leur boulot. Et en échange, on les anime, on les nourrit, on les fait grandir. Bon, ils nous font grandir aussi parce que ça nous fait changer nos façons de fonctionner, de travailler. Donc, c'est vraiment toute l'entreprise, elle est gagnante dans cette idée de communauté. Parce qu'on a vu en fait des super belles histoires se produire quand on sort les gens des bureaux et on les fait travailler avec leurs collègues. Euh, donc, ça crée encore plus d'émulation, d'engagement et de résultats. Pouvez nous donner 2-3 exemples concrets de sur quoi vous avez mis quelqu'un, ce que ça lui a apporté, ce que ça a créé comme engagement réciproque? Alors, j'ai des exemples qui sont très pratico-pratiques. Par exemple, une facilitatrice qui est responsable d'un atelier de production, qui va accompagner des managers d'un autre atelier de production. Quand elle est sur les lieux, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de chaises dans l'atelier, que les opérateurs sont à certains moments assez fatigués de leur journée et d'être debout. Et elle se dit, ben moi, elle, dans son site, elle avait fait tout un travail ergonomique avec notamment des tapis de sol ergonomiques. Il lui en restait 2-3 rouleaux et elle les a proposés à l'autre atelier. Donc là, c'est vraiment très pratico-pratique. C'est un instant T, quelqu'un qui voit une problématique dans un atelier et qui est capable d'interagir dessus. Après, on a des exemples aussi où des facilitateurs grandissent
en faisant le rôle de facilitateur. Par exemple, un nouveau manager qui est facilitateur, donc qui met en place dans un autre service que le sien, une structure de rituel de communication qui accompagne les managers dans leur posture. Et après, ben, forcément, il le met en place chez lui aussi parce qu'il a vu que ça marchait chez les autres et il sait accompagner les autres à le faire, donc il le met en place chez lui. Donc, par ricochet, son service gagne aussi en performance. On a d'autres exemples où, par exemple, des gens, je pense à une personne qui est contrôleur de gestion. Donc, normalement, le contrôleur de gestion, c'est un métier qui se fait dans un bureau avec effectivement des échanges. Mais là, la personne à laquelle je pense, elle est facilitatrice et du coup, elle exerce son métier de contrôleur de gestion en faisant beaucoup de passages dans les ateliers où elle a l'opportunité de faire des liens avec les chiffres qu'elle calcule dans son bureau. Donc, elle devient ultra pertinente à accompagner l'ensemble de l'équipe managériale, autant dans son métier de contrôleuse de gestion, puisqu'elle sait de quoi elle parle, elle le voit, l'impact de son travail sur le terrain, et aussi pour accompagner les managers dans, eux, leur capacité à identifier des zones de progrès qui sont, là, pour le coup, plutôt orientées financiers. D'accord. Et du coup, quels impacts vous avez vus sur justement la diffusion des pratiques managériales que vous voilà de l'accompagnement? Est-ce que ça fait une vraie différence sur l'impact que vous avez pu avoir? Alors, ça fait une vraie différence dans le sens où on arrive à embarquer beaucoup plus de projets en même temps. Donc, accompagner beaucoup plus de managers que ce qu'on aurait pu faire qu'avec l'équipe Pacman. Ça fait aussi une différence dans ce qu'on a appelé, nous, la perpétuation, donc dans la tenue dans le temps de ces projets, parce que les facilitateurs, ils sont pas que présents lors des projets, ils sont aussi présents après les projets pour continuer à suivre les managers et s'assurer que les managers gardent toujours le bon niveau d'exigence, la bonne posture, le bon niveau de travail avec leur équipe. Ouais, donc ça veut dire que quelque part, parce que c'est vrai que souvent quand on accompagne, on se rend compte que dès qu'on laisse les gens, ils arrêtent. Et donc en fait, vous êtes là pour continuer. Ils arrêtent, c'est pas une critique, c'est juste qu'ils sont repris par le flux du quotidien et du coup, ils ont lâché les pratiques. Oui. Alors, chez nous, ils lâchent pas les pratiques parce que on les lâche, c'est pas le bon mot, mais on allège l'accompagnement qu'au moment où le manager a intégré les nouvelles pratiques et ne peut plus faire sans. C'est-à-dire que quand on arrête l'accompagnement, c'est le maillage, il est vraiment très important. Le manager s'est rendu naturel pour lui de travailler de cette façon. Et ça, c'est possible parce qu'on a cette communauté des facilitateurs. Donc, ça nous permet de ne pas être stressé par le temps, de s'autoriser à prendre le temps pour faire des vrais accompagnements de changement de comportement dans la durée. Et pour les suivre après, une fois effectivement, on allège l'accompagnement, ils y vont moins. Pour vous donner un ordre d'idée, un facilitateur, quand on est en mode projet, un manager, on va le voir 2 voire 3 fois par semaine parce qu'on va travailler sur les grands moments de la posture managériale, c'est-à-dire les réunions qu'il doit animer. Une fois que les nouvelles façons de faire, les nouveaux comportements sont bien intégrés, mais les facilitateurs se retirent petit à petit et ils vont voir le manager une fois par mois, une fois ou 2 mois, ou ils vont les voir sur le terrain ou ils restent disponibles par téléphone pour échanger. Parce que aussi, ça crée des relations entre les personnes et du coup, ils ont souvent envie de rester en contact après les projets. Et du coup, un facilitateur, il reste combien de temps facilitateur? C'est une mission d'1 an, 2 ans, ou c'est autant qu'il veut? Alors aujourd'hui, on a célébré les 3 ans de la première communauté des facilitateurs et elle n'a pas changé.
Donc, on avait figé le groupe au départ. On a eu des départs de la communauté, des gens qui n'étaient plus capables de mettre l'énergie nécessaire à la communauté, donc qui ont préféré sortir de la communauté. Par contre, on n'a pas ouvert à de nouveaux membres. Et c'est le tournant qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est le nouveau chapitre de cette histoire qu'on va ouvrir. On est en discussion avec les facilitateurs pour voir comment on réoriente. Est-ce qu'on invite de nouvelles personnes à faire partie de cette communauté ou est-ce qu'on crée une nouvelle communauté? Et ça, c'est pareil, je vous disais tout à l'heure, ça se travaille dans l'animation. C'est à eux de le décider. La communauté des facilitateurs aujourd'hui, elle est presque autonome, c'est-à-dire que je suis à leur service. Je réponds à leurs envies. Je leur amène des projets, forcément. Mais on co-construit les modes de pilotage de la communauté. D'accord. Et maintenant, vous en êtes à la création d'une deuxième communauté. Alors, on a déjà une deuxième communauté qui fonctionne depuis 1 an. Donc, la communauté des conducteurs de progrès. Donc, c'est 17 conducteurs, conductrices du progrès qui, eux, sont vraiment sur le côté lean, donc le côté excellence opérationnelle, métier. Donc, ils fonctionnent un peu différemment. Par contre, les bases de la communauté restent, c'est-à-dire que c'est des volontaires qui travaillent pour un autre service que le leur. La communauté des conducteurs du progrès vont travailler sur des projets d'amélioration continue. Donc, les services ont défini toute une liste de projets, des projets d'amélioration continue qu'ils n'arrivaient pas à traiter en interne. Parce que vous savez comme moi, quand on a la tête dans le guidon, des fois, on n'a plus d'idées sur des solutions. Et donc, ce regard croisé, il est très, très riche. Donc, les services avaient fait toute une liste de problèmes ou d'axes de progrès qu'ils n'arrivaient pas à traiter. Les conducteurs se sont positionnés au volontariat, encore une fois, sur les projets qui les intéressaient. Et ils arrivent à traiter les sujets comme ça, les uns après les autres. Donc, encore une fois, une communauté qui est très riche et qui nous apporte des résultats chiffrés. Donc, celle-là, la cible, c'est 1 million d'euros cumulés pour la communauté des conducteurs de progrès. Comment vous le mesurez? Alors là, comme c'est des projets d'amélioration continue, ils ont des indicateurs très traditionnels de performance et d'amélioration de la performance. Donc, ceux-là sont beaucoup plus faciles à mesurer. Mais c'est pas pour ça que vous avez commencé par ça. Donc, vous n'avez pas commencé par ce qui était le plus mesurable. Mais là, sur les communautés actuelles, c'est très mesurable, effectivement. Oui. Donc, un tip pour ceux qui voudraient se lancer, qui pourraient craindre des freins, ça pourrait être de commencer par une activité peut-être un peu plus mesurable. Alors, si c'est un besoin dans votre entreprise de le mesurer, il faut commencer effectivement par une communauté qui est plutôt sur des projets qui amènent une amélioration de la performance. Si c'est une conviction ou un envie d'aller travailler sur l'intelligence collective et de décloisonner vos services, la communauté des facilitateurs peut être une bonne réponse. Aujourd'hui, chez Ugitech, on a dans les tuyaux une 3e communauté qui est la communauté des ambassadeurs de la stratégie. Donc, c'est encore un doux rêve. On est en train de la structurer. L'idée, c'est d'avoir une communauté qui s'adresse beaucoup plus aux opérationnels. Donc, la majorité de notre population chez Ugitech, c'est une population opérateur. Et donc, on se disait, mais on ne peut pas continuer sans communauté des opérateurs. Donc, on est en train de réfléchir à comment faire pour engager nos opérateurs. Aussi à être facilitateur sur la stratégie, c'est ça? Et voilà, à donner pour Ugitech et à sortir de leur cadre d'opérationnel et travailler plutôt sur la stratégie, des projets transversaux et avoir un engagement qui est différent de celui qu'ils ont au quotidien sur leurs outils de travail. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que ça a une influence sur la culture d'entreprise? Clairement, ça a une influence sur la culture d'entreprise parce que pour faire les communautés, il faut accepter de décloisonner, d'ouvrir les services, de travailler en transversalité, de travailler pour un objectif commun plutôt qu'un objectif local. Et pour arriver à tout ça, il faut beaucoup travailler cette culture du feedback.
de se donner des feedbacks positifs, beaucoup. On aime bien, nous, les feedbacks positifs et les feedbacks d'amélioration, forcément. Mais oui, ça vient changer la culture d'entreprise parce qu'on s'autorise à sortir plus de notre cadre traditionnel, à donner aux autres et à sortir de notre zone de confort. Donc, ça devient une culture d'entreprise qui est plus innovante, qui est plus agile et qui est beaucoup plus tournée sur le global de l'entreprise versus la cloison des services. Du coup, les bénéfices, si on résumait, il y aurait meilleure transversalité, meilleur engagement des personnes qui sont dans la communauté parce qu'ils sont engagés dans la communauté, mais ils sont aussi engagés dans leur rôle traditionnel, plus d'innovation, plus de créativité, des managers qui gagnent en performance managériale, qui sont mieux dans leur rôle de manager et du peer coaching, en fait, qui se développe et qui profite à toute l'organisation. Ouais, parce que je pense qu'on n'évolue jamais mieux qu'avec un père, plus qu'avec un expert. Et on évolue dans la durée, et donc on ne se sent plus seul dans son rôle. Ouais. Et donc en plus, évolution de la culture d'entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Passionnant, non? Ça vaut bien quelques étoiles. Et aussi, je vous le redis au cas où, le questionnaire dans les notes de l'épisode. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.